À l'heure où l'Afrique semble prendre conscience de son patrimoine culturel, alors que le retour sur le continent de certaines œuvres culturelles s'amorce, entraînant dans leur sillage plusieurs afrodescendants, alors que le monde, en perte de repères, opère un repli périlleux sur l'identité, il paraît aujourd'hui important d'évaluer le patrimoine culturel et identitaire africain. Peut-il être le fer de lance du néo-panafricanisme? La culture peut-elle être le véritable moteur du développement de l'Afrique? Certains chercheurs ont affirmé que le 21e siècle sera culturel et africain. Nous verrons ce jeudi avec notre invité si cette tendance se précise. Chers amis de Point de Vue, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Point de Vue consacré, comme vous le savez, au décryptage de l'actualité africaine. Je suis Laurent Montier et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel échange. Et ce soir, nous avons l'occasion et le plaisir, l'immense privilège et plaisir de recevoir pour la première fois sur notre plateau M. Dia Alianga. Alors, pour le présenter, bonsoir Dia. Bonsoir. Alors, j'espère que tu vas bien. Donc, tu es du côté de Nantes, en France. Exactement, oui. Le confinement se passe bien, les mesures barrières et autres, c'est un peu compliqué en France actuellement avec l'histoire de Covid-19. C'est vrai, mais ça a au moins le mérite de nous rapprocher par analogie. On se dit, partout à la surface du globe, tout le monde vit un peu la même chose, peuvent penser un peu les mêmes choses, même si concrètement, ça se manifeste différemment en fonction du lieu, de l'espace, du temps et de la culture locale. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc pour te présenter, Dia, tu conseilles les artistes et les créateurs de contenu culturel, les entrepreneurs culturels, les personnes morales ou les institutions, les personnes physiques ou les institutions. Tu les aides dans le développement de leurs compétences en communication et tu accompagnes les cadres expatriés dans leur intelligence des situations interculturelles, pour te présenter. Et je rajouterai que dans le cadre de ton accompagnement et ton conseil aux artistes, tu travailles aussi avec le groupe Mauvaise Haleine depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans, il me semble. Donc, tu es vraiment un acteur culturel important que nous connaissons notamment au Gabon et en France. Tu es très impliqué dans le développement des compétences culturelles des jeunes. Tu es dans la médiation culturelle. Et je sais aussi de mémoire que tu es écrivain. Tu as écrit un livre que j'ai eu le plaisir de voir. Je t'ai vu, tu es passé à Gabon Télévision. Et tu es aussi slameur. Donc vraiment, nous sommes très, très contents et très heureux de t'avoir sur le plateau de Point de Vue pour parler de la culture. Et le thème précis, c'est la culture dans le développement durable de l'Afrique. Quel est l'impact de la culture? D'entrée de jeu, quel est ton regard sur l'état culturel de l'Afrique? Est-ce qu'on peut parler d'une culture africaine ou des cultures africaines au regard de la mosaïque de peuplement de notre continent? Moi, je dirais que l'état de la culture africaine, la culture est à un peuple ce que la psyché est à un individu. Donc, c'est une partie invisible qui ordonne le reste des choses qui deviennent visibles après coup. Et je dirais que c'est comme l'eau du poisson, l'eau dans l'aquarium d'un poisson. En fonction de la qualité de cette eau, la manière dont il vivra sera plus ou moins viciée. Et c'est pareil pour la qualité de l'air. Donc, parlons maintenant de, est-ce qu'on peut dire il y a une culture ou des cultures africaines? Eh bien, c'est pareil que pour l'air. L'air peut être bon à certains endroits, quand on prend certaines précautions pour le protéger, pour assurer la prévention des risques qui peuvent le polluer, le vicier. C'est pareil pour la culture. Et pour ce qui est de l'Afrique, eu égard au long continuum ininterrompu durant lequel la culture africaine se déploie depuis 6 millénaires en gros, 5 millénaires, eh bien, on peut très clairement dire que elle n'est pas au meilleur de sa forme de manière globale et que localement, eu égard à toutes les influences extérieures,
d'abord liée à la pénétration coloniale, avec ce que ça implique comme influence sur le plan religieux, il y a plusieurs mix culturels qui se créent et qui peuvent être instrumentalisés à des moments. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile aujourd'hui de parler de culture africaine comme d'un tout. Mais là encore, je pense qu'il y a une dimension politique, de décision en fait politique, donc de posture clairement assumée pour se dire, voilà ce qui fait ce qu'on a en commun. Sinon, on ne peut pas parler de culture américaine, on ne peut pas parler de culture européenne. Il y a beaucoup de différences dans les cultures qui se trouvent en Chine ou ailleurs, mais il y a une volonté de définir un ensemble de caractéristiques au travers desquelles un peuple donné se reconnaît, se donne des marqueurs qui lui permettent de se différencier d'autres. Entendu. Merci beaucoup, Dia. Le 28 novembre 2017, lors d'un discours à Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron a dit qu'il ferait de la culture un axe prioritaire et structurant de la diplomatie française, notamment à l'égard de l'Afrique. Est-ce que depuis ce discours-là, en 2017 jusqu'à aujourd'hui, en 2020, il y a eu des actions qui ont été posées pour favoriser le développement de la culture en Afrique, notamment par la France? Et est-ce qu'on peut considérer que la culture aujourd'hui, pour nous, les Africains, peut devenir un axe prioritaire dans la diplomatie que nous avons, en tout cas dans les relations avec les autres pays et les autres continents en l'occurrence? Je crois que ce faisant, le président Macron s'inscrit dans une tradition initiée par Malraux, la tradition du rayonnement à l'international de la France qui était si chère au général de Gaulle. Ça, c'est pour la France. Maintenant, est-ce que concrètement, il y a eu des actions sur le terrain? Je dirais qu'en dehors de ce qui était prévu en 2020, justement, l'année dite de l'Afrique, qui aurait été faite à partir de la France, justement, il n'y a pas eu de possibilité véritablement, à mon sens, de réaliser de grandes actions. Il y a certes eu des initiatives visant à la restitution de certaines œuvres, mais dans une comparaison avec la demande véritablement sociale qui se fait de plus en plus jour de la part des populations africaines, tant sur le continent que dans la diaspora, on dira que la perception même de toutes ces actions, elle dessert le projet présidentiel à mon sens. Et si je vais plus loin, pour certaines personnes qui voudraient être totalement critiques, ils diront que l'année 2020 a été une bonne année de ce point de vue pour l'Afrique, dans la mesure où elle impose à l'Afrique, aux Africains, de se définir individuellement comme étant point de départ d'une politique culturelle et non pas objet, sujet, une politique qui aurait été déterminée par d'autres, loin de la réalité vécue, et surtout mise en œuvre par quelques personnes triées sur le volet qui, parlant pour l'Afrique, légitimeraient ensuite toutes les politiques qui pourront se décliner et qui n'ont pas forcément à cœur le bien des populations sur le continent. Je finirai en disant quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que la culture a valeur pour un peuple de ce que la psyché est pour un individu. On voit directement donc qu'il y a un rapport entre la manière dont quelqu'un va se sentir confiant en lui-même, en ses ressources et ses capacités, et la façon dont il communie avec sa culture. Lorsqu'il ne peut avoir un accès à sa culture que par une langue étrangère, parce que le français ou comme l'anglais ou d'autres langues sont des langues étrangères, eh bien, il y a forcément une rupture dans ce qui, à l'intérieur de lui, peut lui donner la pleine mesure de ce qu'il est en tant qu'être sui compos, de toutes ses capacités, de toute sa créativité. Et à partir de ce moment, je me dis, il y a le projet de faire de la France une France du rayonnement, mais l'Afrique n'est pas la France. L'Afrique francophone, c'est quelques États, ça n'est pas l'Afrique tout entière. Et plus spécifiquement, dans chacun de ces États, le ratio de ceux qui sont en capacité de penser, rêver, se cultiver à la française, et ceux qui se cultivent selon leur propre réalité endogène, fait que ça reste un projet qui, s'il était à formuler dans les termes de l'écologie ou du développement durable, c'est du greenwashing culturel, on dira. Du passer de la peinture pour donner l'impression qu'on a fait une année de l'Afrique. D'ailleurs, année de l'Afrique qui, eu égard à la situation actuelle, n'a pas pu se faire, le Covid-19.
Effectivement, je vais poursuivre dans notre échange en parlant un petit peu de la mondialisation. On se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui sont globalisées et on tend à s'uniformiser. Paradoxalement, on constate aussi l'émergence d'une forme de repli identitaire avec l'élection de certaines personnalités de l'extrême droite. Ça accourt un petit peu partout en Europe, aux États-Unis. Et en Afrique, est-ce qu'on constate ce repli identitaire-là? Les gens ont l'impression que plus on avance dans la mondialisation, plus on perd nos repères et par conséquent, on est en quête de notre véritable identité. Qu'est-ce que ça suscite chez toi? Est-ce que ce mouvement-là a pris en Afrique, d'après toi? Ce mouvement-là, comment dire, est beaucoup plus visible dans la partie diasporique de l'Afrique, parce que pour moi, ce qu'on va définir comme l'Afrique, parce que je me place d'un point de vue culturel, n'est pas lié à un territoire politique ou à un endroit ou à des ressources, c'est lié à une influence. Parce qu'on parle de culture, c'est comme un parfum, le flacon peut être posé là, mais en fait, sa présence est dans toute la pièce, parce qu'il irradie. Et à ce niveau, ceux qui ont la sensibilité africaine, et on l'a vu bien depuis 2018, ont un besoin de clôturer leur identité par référence au continent. Mais on voit aussi sur le continent que des mouvements tels que le kémitisme, tels que les mouvements NAPI, qui au départ partent de la diaspora, comme le panafricanisme par exemple, sont des mouvements très présents. On parle beaucoup de panafricanisme politique avec des acteurs hyper importants comme Kémy Séba et d'autres que je ne citerai pas, mais au Gabon par exemple, on a Priva Ngomo qui est présent et qui a sa démarche politique, a une démarche culturelle. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est un effet de globalisation, de se dire qu'en changeant d'échelle autant que ça, la globalisation introduit également un sentiment de détresse métaphysique, un sentiment où chacun peut rechercher des repères et, comme tu l'as bien fait remarquer, le mythe de l'uniformisation, le mythe de pouvoir faire d'un être humain une marchandise standardisée et produite de manière conforme, puisqu'il y a une production culturelle, une production éducationnelle de l'être humain, de l'être intérieur, eh bien, c'est ce mythe-là qui plonge précisément dans des difficultés lorsqu'on recherche des repères. À cela, lorsqu'on rajoute les crises économiques et sociales qui se font jour, mais même ici, les gens, ils se replient sur l'entité qui leur est la plus familière. Alors, en Occident, ce sera les nations, l'État-nation, et on parlera de nationalisme. Mais quelquefois, l'Afrique, ayant été tellement lacérée par les vicissitudes de l'histoire, se replie, moi je dirais, plus sur la notion de la famille. La famille qui, large, si elle est prise dans une dimension plus large, correspondra à ce moment au clan et à ces choses-là. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup d'ébullition et je n'ai pas le sentiment que le défi culturel sur le continent soit le plus grave qui se pose. Je crois qu'il y a d'autres enjeux en termes de gouvernance, il y a d'autres enjeux en termes de projets politiques, de vision qui soient véritablement endogènes, prises sur la base de ce qu'on a comme réalité et en fonction de ça, placer les intérêts des populations africaines au premier rang. C'est comme ça que je vois ça. Très bien, merci beaucoup. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de la jeunesse. On se rend compte effectivement en Afrique, comme tu parles effectivement de positionnement politique, etc., et de repli sur la famille, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un repli qui se perd sur l'aspect religieux. C'est-à-dire que les gens trouvent en la religion un repère. Et surtout, le fait qu'on dise, on fasse comprendre aux uns et aux autres que les religions, entre guillemets, traditionnelles et ancestrales sont mal perçues, et que finalement les jeunes se rabattent sur l'islam ou le christianisme et que finalement l'identité des Africains est calquée sur leur identité religieuse. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis que la jeunesse africaine aujourd'hui est précisément la première, à mon sens, qui soit sensible à ce déni de reconnaissance de l'identité culturelle africaine et qui, lorsqu'on parle de repli sur le plan religieux, c'est un legs de l'esclavage, c'est un legs de la colonisation, c'est un legs de la pénétration depuis le XIIIe siècle de grands courants religieux et politiques, parce que quand on parle de l'islam, quand on parle de la chrétienté,
on oublie la dimension politique, qui est une dimension qui vise à prendre le contrôle aussi des États, qui n'est pas clairement affirmée comme un projet lié au phénomène spirituel, mais qui est souvent accompagné et fortement soutenu par des forces économiques orientées et organisées elles-mêmes par le pouvoir politique. Donc je dirais, la jeunesse aujourd'hui se raccroche à ce qu'elle peut avoir. Je parlais de famille, mais à la réalité, la mosquée et l'église, la communauté où on peut venir prier, c'est une famille un peu élargie. Ce n'est pas l'État-nation, typiquement, mais on voit quoi? On voit des instrumentalisations de ces nouvelles identités. Je dis nouvelles identités en comparaison avec l'identité ancestrale, où on va dire que c'est ceux du Nord contre ceux du Sud, la culture l'islam contre les chrétiens, où en fait on va instrumentaliser ça à des fins politiques. Et moi je dis, aujourd'hui la jeunesse, moi je vois aussi une jeunesse qui se tourne vers du panafricanisme, qui se tourne vers des repères identitaires et culturels qui sont inspirés d'un mouvement planétaire et global. Et que donc, tous les troubles qui peuvent affecter la conception culturelle et qui se répercutent dans la construction identitaire recherchent des solutions, recherchent des réponses, pas seulement au niveau des religions importées, mais quelquefois dans le retour justement aux religions endogènes, aux initiations, à ces cultures où justement le rapport à l'autre est un rapport de complémentarité, un rapport qui n'est pas forcément sur le plan de la compétition, mais un rapport qui vient pour dire que je suis ce que je suis parce que toi tu es ce que tu es, et ensemble nous formons cette communauté cosmique à laquelle tout appartient, tout vivant appartient, pas seulement l'homme, la femme et l'enfant, mais les minéraux, les végétaux, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et à mon sens, il y a là potentiellement de quoi nourrir la quête de cet Occident qui arrive en fin de modèle et en rupture d'un cycle, et qui, quand on parle du monde d'avant, ne sait pas encore ce que sera le monde d'après, comme disait Antonio Gramsci. Et aujourd'hui, l'Afrique entre les deux, qui pouvait apparaître par le passé comme un monstre et en capacité de se réinventer et ce faisant d'inspirer la manière de réinventer le monde. Ok, merci beaucoup Dia. Pour parler de l'histoire, parce que culture et histoire vont souvent ensemble, nos jeunes aujourd'hui à l'école, on apprend l'histoire de l'Occident, l'histoire des guerres mondiales, etc. Est-ce que dans ce cheminement de réappropriation culturelle, et je pense que tu partageras mon avis, il ne faudrait pas justement qu'on nous enseigne l'histoire de l'Afrique, l'histoire des royaumes africains, etc., que véritablement on change de paradigme et que l'homme africain du 21e siècle soit une personne véritablement assise sur une base culturelle, mais en même temps ouverte au monde, comme tu le disais. Mais on ne peut pas être ouvert au monde si on n'est pas conscient soi-même de son histoire. Nous ne sommes pas le fruit de la colonisation. Avant la colonisation, il y avait des royaumes, il y avait une forme de structuration. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement commencer par se réapproprier l'histoire de l'Afrique au niveau de l'école même? C'est très intéressant et ça me fait revenir à deux choses qui ont été dites lorsque je parlais de Malraux, en disant que ça fait écho au discours du président Macron. C'est dire qu'en fait, penser l'Afrique depuis la France, c'est extrêmement dangereux parce que ça suppose que les enfants africains reçoivent leur manuel scolaire de la France en réalité. En tout cas, c'est pensé, conçu de façon à ce que ça puisse enseigner cette histoire-là. Et c'est ce qui fait dire nos ancêtres, les Gaulois, à des personnes qui ne le sont pas. Déjà sur le continent, c'est vraiment un non-sens, mais même sur le territoire français, on a des Afriques ici, on a des personnes qui vivent et grandissent dans une culture aux attaches africaines, mais qui n'arrivent pas à se construire une identité citoyenne fonctionnelle. Parce que dans le regard de la société, ils sont perçus comme une altérité qu'on a du mal à traiter et à intégrer. Lorsqu'on est sur le continent, en revanche, et là je suis du point de vue de tous ceux qui disent qu'il faut avoir une décision de puissance. Et la puissance ne vient pas du nombre de chars et tout ça, mais d'une décision d'abord. La puissance vient de ce que la volonté d'un individu, d'un groupe d'individus décide de marcher dans une direction. Et à ce moment, ce que tu as décrit, c'est exactement des luttes de reconnaissance culturelle qui se manifestent pour certains par le fait de revenir au pagne et au tissu africain, qui se manifestent pour d'autres à comment la cosmétique, le cheveu, la peau doivent être magnifiés. Parce qu'à la réalité, la culture donne le système de valeurs. Et ce système de valeurs qui ne se voit pas fait passer de la valeur symbolique à la valeur économique. Ça veut dire que si
je considérais que le fait d'être blanc est mieux. Il y en a qui vont acheter pour arrêter d'être blanc. Pour commencer, je veux dire, ils vont se décaper la peau, ils vont arrêter d'être noirs pour devenir blancs. Ils vont acheter ce qu'il faut pour ça. Pareil pour les cheveux. Mais si à l'inverse, on est en capacité d'avoir des valeurs symboliques et donc culturelles qui sont en cohérence avec l'environnement dans lequel on est, avec les ressources qui sont directement là, eh bien, on va prendre de l'huile d'amande pour sa peau, pour son cheveu. Or, aujourd'hui, c'est précisément une réponse à un des défis posés par le modèle de développement et d'industrialisation dont souffre la planète et qui se manifeste, entre autres, sous la forme du réchauffement. Donc, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan environnemental, écologique, que ce soit sur le plan démocratique, la jeunesse africaine a intérêt à ce qu'elle prenne nous prenions de plus en plus en main et conscience de cette lutte de reconnaissance qui ne saurait, à mon sens, être menée pleinement sans une certaine conscience des enjeux politiques. Bien que ce soit quelque chose à faire sur le plan culturel, c'est quelque chose qui doit, et on doit en être conscient et l'assumer avec beaucoup de tranquillité, être en fait une démarche politique de redéfinition de soi et en fonction de ceci, donc du projet qu'on a apporté, parce que comme tu le disais, dans le domaine le contexte de la globalisation, c'est ce qui permet de concevoir les agressions qui sont faites contre le continent comme des éléments de la guerre économique menée à l'Afrique. Lorsqu'il y a des embargos, et il y a des pays qui en ont subi et qui en subissent encore aujourd'hui, lorsqu'il y a des coups de force orchestrés, eh bien, des criminels de guerre peuvent arriver et dire l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, mais il faut que des personnes qui l'entendent et qui sont de bonne foi soient en capacité de décrypter. Et la seule manière qui va leur permettre de décrypter, c'est si justement ce sont de cloches différents, intelligibles et portées par des personnes pleinement conscientes de ce qu'ils ne sont pas ce qu'on dit qu'ils sont, mais ils sont simplement la manifestation d'une autre culture, d'un autre projet et d'une autre vision. Merci Dia, nous arrivons quasiment au terme de notre échange. Encore une ou deux questions. Tu parlais tout à l'heure d'environnement. Est-ce que la culture, notre façon de nous penser dans notre environnement, de penser notre relation aux autres, de penser même notre participation à l'économie, est-ce qu'on ne devrait pas faire de la culture et de l'environnement les deux axes prioritaires, je veux dire vraiment cardinaux, de nos politiques publiques, de nos politiques sociales, vraiment de faire de la culture et de l'environnement la clé de voûte de tout ce qui concerne l'Afrique? La culture est ce qui permet d'opérer dans un environnement. Donc effectivement, je souscris entièrement à ce qui est dit, mais je vais plus loin. Je dis, les nations dont on pense que la culture n'est pas au centre de leur projet de développement, c'est précisément parce qu'elles n'ont pas de problème d'être soumises à d'autres puissances. Donc pour elles, c'est comme l'air pour un oiseau, c'est comme l'eau pour un poisson. C'est un milieu naturel. Pour nous, en revanche, on est des gens qui ont été transplantés, déportés d'un endroit à un autre, mis dans des environnements qui ne sont pas les plus sains qui soient. Et dans le contexte dans lequel on est, ce retour à soi dont on parle, qui sur le plan intérieur, spirituel même on dirait, peut ressembler à ce que la Aliyah représente pour l'État d'Israël lorsqu'il se reconstitue et qu'ils essayent de faire que chacun revienne et soit ancré. Si Israël a pu faire ça, il n'y a pas de raison pour que l'Afrique ne le puisse pas. L'idée même de croire que c'est impossible d'avoir un projet de développement au centre duquel justement la culture est placée, c'est un effet de la colonisation. Pour reprendre l'exemple dont je parlais, eh bien, il est des États comme Israël pour lesquels l'anthropologie est quelque chose d'extrêmement fort parce que l'identité culturelle qui va articuler le reste du projet politique s'appuie dessus. Moi, je pense que les humanités classiques, telles que Cheikh Anta Diop nous les a rendues, et à partir du moment où le colloque du Caire en fait un programme officiel et reconnu, en fait, c'est à chaque entrepreneur culturel africain de se substituer à l'éducation formelle et se saisir de ce que les nouvelles technologies nous donnent comme moyen pour décentraliser les espaces de prise de pouvoir, comme là on en est, par exemple. Ce n'est pas une télévision publique, c'est des personnes qui se battent. Et d'ailleurs, vraiment, shout-out, beaucoup de félicitations pour tout ce que ça implique comme travail en arrière-plan. C'est parce que c'est essentiellement dans ça que justement la lutte de reconnaissance culturelle se mène. La maîtrise de son environnement technologique se crée et à partir de là, nos traditions, nos cultures, ce qu'on a en nous,
ce que Akwaaba peut représenter ou la Teranga, on est en capacité de le transcrire dans des produits culturels à présenter de manière ou d'autre. Ça peut être des programmes télé, des programmes scolaires, ça peut être des festivals, des concerts, ça peut être des manières d'être habillé simplement. Mais après ces produits culturels, on a donc une économie qui se crée. Et là, vraiment, il faut féliciter toutes les initiatives comme celle de Kémy Séba qui poussent justement à la consommation africaine. Je parle de lui simplement comme d'une bannière, mais je sais que c'est un standard auquel beaucoup aspirent. Et si on en parle là aujourd'hui, c'est que justement, la lutte se mène, elle est en bonne voie et il n'y a pas de raison pour croire qu'on est en déficit ou quoi que ce soit. Il y a des oppositions, on se lève et on répond à ça. Donc, l'éducation, la culture et l'environnement font un, et c'est le cheval de Troie peut-être qu'on pourra utiliser pour se faire notre place dans le concert des nations. Merci beaucoup. Juste en quelques secondes, j'aimerais bien avoir ton regard sur… Tu parlais du retour en terre, en Israël pour les Juifs qui sont éparpillés à travers le monde et que l'Afrique aussi se positionne de la même façon. On a vu par exemple au Ghana avec, je ne connais pas les termes exacts, hein, mais je sais que le Ghana a mis en place une véritable politique de retour sur le continent pour tous les afro-descendants et ça a rencontré quand même un franc succès. On a vu beaucoup de gens qui sont revenus, même s'installer en Afrique. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et le deuxième volet de ma question, je ne sais pas si tu pourras répondre en quelques secondes. Pourquoi aujourd'hui on ne met pas plus en avant le fait que l'Égypte antique était noire? Quand on nous montre Cléopâtre à la télé, etc., c'est des blancs, mais l'histoire et les recherches nous montrent que l'Égypte antique était noire. Et pourquoi on ne se réapproprie pas plus cette histoire-là pour nous positionner différemment? Je commence par la fin. C'est parce que c'est un rapport de force et parce que ceux qui sont en face sont conscients du combat qui se joue sur le plan symbolique, sur le plan spirituel même, par rapport à cette histoire et par rapport à cette richesse que représente l'Égypte antique. Il faudrait plus de temps pour le développer, donc je vais simplement aller sur le premier volet de la question. Je parlais en citant Israël à 2 ou 3 reprises, c'est simplement parce que je me dis qu'on veut se faire comprendre de personnes qui sont socialisées dans ces cultures-là. Mais à la réalité, ce n'est pas un projet qui est étranger au rêve panafricain de Padmore et d'autres précurseurs du panafricanisme. C'est précisément cela l'objet du panafricanisme, que d'organiser des années du retour dans chacun des pays qui auraient pu justement se considérer comme être un pays qui souffre encore aujourd'hui des dommages causés par l'esclavage colonial. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va avoir là au Parlement européen, au mois de décembre, la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il serait bon d'aller plus loin et de parler de réparation. Et que des concepts comme l'aide au développement, la coopération, que ce mot-là, aide, soit changé en réparation, ce serait une autre façon déjà de se dire qu'on est en train de reprendre possession de soi et ça permettrait à rebours d'installer plus facilement des nouveaux programmes scolaires, parce que compris comme des actions de réparation symboliques, mais qui ont un effet concret sur le fonctionnement psychique intérieur. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, on peut avoir l'impression qu'on ne se réapproprie pas assez ces antiquités, ces humanités classiques qui sont nôtres. Mais c'est peut-être qu'on pense comme si on était d'autres. L'aliénation cessera à partir du moment où on décidera qu'elle doit cesser. Et c'est le cas déjà, sinon on n'aurait pas ces conversations. C'est ce que je pense. Eh bien, vraiment, merci beaucoup. Les échanges sont tellement enrichissants, on en apprend tellement et la culture, c'est ce qui nous définit. Et je pense qu'avec ta permission et celle des téléspectateurs, on pourra organiser un deuxième live sur la question de la culture parce que c'est vraiment fondamental. Comme nous avons l'habitude de le faire sur le plateau de Point de Vue, je vais t'accorder une carte blanche. Tu as 1 minute pour aborder le sujet qui te sied et ou parler à la jeunesse africaine. En tous les cas, tu as carte blanche. Moi, je dirais que c'est une jeunesse qui est en quête de repères et qui doit se considérer comme un élément d'une chaîne qui va produire de nouveaux repères. Aujourd'hui, on est dans une situation extrême qui, certes, est difficile. On l'a vu toute l'année avec ce qui était lié aux États-Unis pour la manière dont il y a eu il y a eu beaucoup d'informations autour de ces questions de racisme là-bas, ce qui ne sont pas nouvelles en réalité. En revanche, ça peut faire sortir de la léthargie et du sommeil dans lequel certains étaient placés. Et je ne vois pas la gloriole qu'il y aurait à se dire « oui, mais vous dormez et moi, je suis réveillé depuis longtemps ». Parce qu'en fait, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Et ce à quoi je nous invite, c'est vraiment de se positionner en se disant
que l'élément culturel est l'élément qu'on voit le moins, mais c'est celui qui sous-tend tout ce qui se fait, se dit et se crée. Et si au point de départ de nos actions, on place cette dimension, je reste persuadé qu'on aura la capacité de mener les luttes que nous menons sans même être capable que ces luttes, enfin, sans être susceptible d'être arrêtés justement par les personnes que nous avons en face de nous. Je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience dans laquelle on est ne fait que commencer et il faut se saisir et s'armer de science, comme disait le maître Cheikh Anta Diop, pour que de toutes les façons possibles, la réappropriation de ce capital-là nous rende capables d'opérer et de transformer la réalité dans laquelle on est placé. Eh bien, merci beaucoup Dia, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Point de Vue et comme je l'ai dit, nous allons te réinviter. Je vous remercie également, vous qui avez pris le temps de nous regarder. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker, à partager. Point de Vue, c'est votre émission et c'est toujours un plaisir de vous retrouver le jeudi pour discuter et échanger sur l'actualité africaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne soirée.